Salut à tous, je continue ma progression dans la logique séquentielle. Petit rappel historique, après avoir vu il y a très longtemps les transistors, on a vu ensuite les portes logiques, il y a eu toute une série que j'ai consacrée aux portes logiques, et non ou, etc. On a vu que les portes logiques étaient faites avec des transistors. Ces portes logiques nous ont introduit dans ce qu'on appelle la logique combinatoire. Ensuite, on a vu qu'avec ces portes logiques, on pouvait faire des bascules. On a vu notamment la bascule D-latch, la bascule D-edge triggered flip-flop. On a vu que ces bascules représentaient en fait une mémoire à un seul bit. Et là, grâce aux bascules, on vient d'entrer dans la logique séquentielle. Et maintenant, on va voir qu'avec ces bascules, on peut faire des registres. C'est le sujet de cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un registre, comment ça marche, à quoi ça sert. Dans l'épisode 251, on avait vu comment fonctionnait la bascule D-edge triggered flip-flop. On avait compris que ça représentait une mémoire à 1 bit. Et bien en fait, un registre, on va voir que c'est un assemblage de plusieurs bascules flip-flop. Et au lieu de stocker un seul bit, eh bien on va pouvoir stocker plusieurs bits à la fois, 4 ou 8, selon le type de composant qu'on va utiliser. Concrètement, voici un registre, celui-ci contient 8 bascules, donc on va pouvoir stocker 8 bits ou 1 octet. Celui que je vais utiliser, c'est le TTL74LS273. J'ai pris celui-là tout simplement parce que j'en avais pas d'autres en stock pour l'instant. Alors j'ai demandé à HDFBot qu'il puisse se procurer des registres afin de pouvoir en fournir à ceux qui voudraient en acheter. Il devrait prochainement en avoir en stock. Alors ça sera pas forcément le même que celui de cette vidéo, mais c'est pas grave parce que le principe de fonctionnement sera le même. Je rappelle très brièvement le principe de fonctionnement de la bascule D flip-flop. Elle se présente comme ça, elle a deux entrées, deux sorties. L'entrée data et l'entrée de l'horloge ou clock. Et puis la sortie Q et Q bar, sachant que Q bar aura toujours l'état inverse de Q. Et la porte de sortie Q prendra l'état de l'entrée data à chaque front montant du signal d'horloge. Dans une précédente vidéo consacrée au compteur binaire ou au diviseur de fréquence, on avait vu comment assembler ensemble 4 bascules D flip-flop. Voilà maintenant comment combiner ensemble nos bascules D flip-flop pour faire un registre. Par exemple, ici, on a un registre à 4 bits, 4 positions binaires. On va entrer les 4 bits d'entrée sur les 4 entrées data, D1, D2, D3, D4, de façon parallèle. Et on récupérera sur les 4 sorties Q1, Q2, Q3, Q4, les 4 bits qui seront stockés à chaque front montant d'horloge. Ici, on retrouve notre horloge. Et notre signal d'horloge, il va être envoyé simultanément à chacune des horloges de nos 4 bascules flip-flop. De cette façon, à chaque front montant du signal d'horloge, on aura instantanément les 4 sorties qui vont prendre l'état des 4 entrées correspondantes. Q1 va dupliquer l'état d'entrée de D1, Q2 va dupliquer l'état D2, Q3 l'état de D3 et Q4 l'état de D4. Par exemple, si on envoyait le signal 1, 0, 0, 1, eh bien au premier front montant de l'horloge, Q1 va devenir égal à 1, Q2 à 0, Q3 à 0 et Q4 à 1. Et puis ensuite, si on fait varier nos états d'entrée, les sorties resteront bloquées dans cet état jusqu'à ce qu'on ait soit un nouveau front montant d'horloge, soit qu'on fasse une remise à zéro de tout notre registre. On le verra tout à l'heure. Je rappelle, un front montant d'horloge, c'est quand l'horloge passe de l'état bas à l'état haut. Ici, on a un front montant, et ici, on a un front montant. Maintenant qu'on a compris le principe de fonctionnement d'un registre, on va regarder de plus près notre circuit intégré TTL74LS273, qui, je le rappelle, contient 8 bascules D flip-flop et qui constitue donc un registre à 8 bits. Voilà son brochage. Il comporte 20 broches, 10 à droite, 10 à gauche. En haut à droite, on a la broche d'alimentation VCC en 5 volts. En bas à gauche, on a le ground. En haut à gauche, on a la broche qui va servir à faire le reset, clear. Et puis tout en bas à droite, on a notre horloge, clock, broche sur laquelle on enverra nos signaux d'horloge. Les broches D correspondent aux entrées et les broches Q aux sorties. Donc on a ici
Q1, D1, D2, Q2, Q3, D3, D4, Q4, Q5, D5, D6, Q6, Q7, D7, D8, Q8. Donc très concrètement, au début on va dire que les sorties sont à 0, par exemple. Et si je renvoie mon signal de tout à l'heure, qui était 1, 0, 0, 1, et bien dès que je vais envoyer sur mon horloge un signal avec front montant, c'est-à-dire ça, et bien instantanément les 4 sorties vont se caler sur les 4 entrées. Q1 va passer à 1, Q2 va rester à 0 puisque sur l'entrée il y a 0, Q3 va rester à 0 puisque sur l'entrée D3 il y a 0, et Q4 va également passer à 1 parce que sur l'entrée D4 il y a 1. Et si on veut réinitialiser toutes les sorties et toutes les remettre à 0, il faudra connecter la broche clear au ground de notre circuit. Donc dès qu'on enverra un 0 sur la broche clear, eh bien toutes nos sorties repasseront à 0. Donc en fait c'est simplement une impulsion sur le ground qui permettra de faire ce reset. Et c'est pour ça que le clear, on va le relier à travers un pull-up sur le plus de l'alimentation. La broche du clear, on va la relier à travers un pull-up au plus de l'alimentation, de façon à ce que quand on ne fait pas contact avec le ground sur le clear soit bien relié au plus de la lime à travers une résistance pull-up. Et également pour que ça fonctionne bien, chaque entrée aura une résistance cette fois de pull-down, de façon à ce que quand on n'envoie pas un signal haut, elle sera bien reliée au moins de l'alimentation pour avoir vraiment un 0. Pour que ce soit plus clair, je vous propose de voir tout ça maintenant sur une breadboard. Ici j'ai un bloc de 4 interrupteurs pour encoder mes 4 bits d'entrée. Les LED vertes vont matérialiser l'état des entrées. Allumé ça sera un état haut, ça correspond au 1, et éteint ça correspond au bas, donc à l'état 0. Ces 4 interrupteurs avec ces 4 LED, je vais les brancher sur les 4 entrées data de mon registre qui est là. Je rappelle, c'est un registre qui comporte 8 bits, moi je vais en utiliser que 4. Donc ici, on a la zone data, in. Sur les 4 sorties Q que j'utilise de mon registre, je vais venir brancher 4 LED jaunes qui vont matérialiser l'état de sortie. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai mis Q out. On voit ici les résistances de pull down de mes 4 entrées. Ici j'ai un petit bouton poussoir, alors c'est pas un interrupteur, c'est juste un petit bouton poussoir que je vais relier à la broche clear du registre, c'est pour ça qu'ici j'ai mis clear. On voit qu'elle part du moins et elle va à la broche qui correspond au clear sur le registre. Et puis ici j'ai également un autre bouton poussoir qui lui correspond au signal d'horloge. Je viens le relier au plus de l'alimentation et à la broche clock de mon registre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai une résistance de pull down sur le signal d'entrée d'horloge, de façon à ce que quand je ne suis pas relié au plus, je sois bien relié au moins de la lime. Et puis sur la broche clear, là à l'inverse, j'ai une résistance de pull up, de façon à ce que quand je ne suis pas relié au moins de la lime, je suis relié au plus. Alors voyons maintenant le fonctionnement. Je vais ici encoder mon code de tout à l'heure 1001, 1, 0, 0, 1. Il est matérialisé ici par l'état d'éclairage de mes LED, 1, 0, 0, 1. On voit qu'en sortie, toutes les LED restent éteintes. C'est normal parce que pour l'instant, je n'ai pas activé l'horloge. L'horloge au repos, elle est reliée au moins de la lime à travers cette résistance de pull down. Et maintenant, si je viens appuyer sur le bouton poussoir qui correspond à l'horloge, je vais la relier momentanément au plus, donc on va avoir un front montant. Et là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. L'état de sortie du registre bascule et recopie les 4 états d'entrée. J'avais 1, 0, 0, 1. Je retrouve bien en sortie 1, 0, 0, 1. Et maintenant, le grand principe de l'horloge, si je supprime le signal d'entrée, je peux faire ce que je veux sur les signaux d'entrée. Les sorties restent bloquées dans leur état initial. Là, je peux m'amuser par exemple à mettre un autre signal d'entrée. On voit qu'il n'y a pas d'interaction sur la sortie, puisque l'état de sortie du registre reste verrouillé, soit jusqu'au prochain front montant d'horloge, soit suite à une activation de la fonction clear. Là, si par exemple j'envoie un nouveau front montant d'horloge,
eh bien les signaux d'entrée vont se recopier sur les signaux de sortie. Voilà. Maintenant, si j'actionne la remise à 0, j'ai toutes mes sorties qui repassent à 0. Donc là, en fait, on a bien une mémoire à 4 bits. Là, par exemple, je vais mettre cette fois mes 4 entrées à 1. J'envoie un franc montant d'horloge et toutes mes sorties basculent à 1. Je supprime mes entrées, je les remets à 0. Mes sorties restent toutes à l'état 1. Donc on a bien un effet mémorisation. Ce genre de bloc de petit interrupteur est très pratique pour encoder du binaire. Pour ceux qui n'en ont pas et que ça intéresserait, je vous mettrai un lien sur le site de HDFBot. En bonus, je vous montre ce montage où j'ai fait deux registres, le registre A, le registre B. Ici, j'ai l'horloge du registre A, ici la remise à 0 du registre A, ici l'horloge du registre B, la remise à 0 du registre B. Ici, j'ai l'entrée avec mon bloc de 4 interrupteurs. Ces 4 LED-là matérialisent les 4 signaux d'entrée. Ces 4 LED-là matérialisent les 4 signaux de sortie qui sont stockés dans le registre A. Et puis ces 4 LED-là matérialisent les 4 signaux stockés dans le registre B. Là, je vais encoder un premier signal, le signal binaire 1100, et je vais l'envoyer sur le registre A. Voilà. Là, je remets à 0 l'entrée. Et puis maintenant, imaginons que je veuille encoder un deuxième signal que je veux stocker cette fois dans le registre B. Ça sera le signal 1011. Et bien là, je viens activer l'horloge du registre B. Je remets à 0 mes signaux d'entrée. Et la magie a opéré. On voit que le premier signal encodé est bien resté stocké dans le registre A. Et le deuxième signal encodé est bien stocké dans le registre B. Et maintenant, par exemple, si je veux encoder un troisième signal que je veux cette fois mettre dans le registre A, eh bien, je l'encode ici et je l'envoie dans le registre A. Et voilà. Et si je veux, je peux aussi l'envoyer dans le registre B. Et voilà. Et après, si je veux remettre à 0 le registre A, j'appuie sur le clear. Et puis si je veux mettre à 0 le registre B, j'appuie sur le clear. Précision importante pour que ça marche bien, sur les clocks, j'ai mis des résistances pull-down de 1K. Parce qu'au début, j'avais mis des résistances de 4,7K et ça marchait pas bien. Quand je faisais un clear ici, ça m'effaçait partout. Donc je rappelle, sur le signal d'horloge, je mets une résistance pull-down de seulement 1K. Alors que les autres résistances sont des résistances de 4,7K. Et pour la première fois de ma vie, eh bien, dans la Tronic Aventure, je commence à savoir manipuler des mémoires. Donc je suis très content parce que je pense que ça va m'ouvrir de nouvelles perspectives dans la logique séquentielle. Allez, à bientôt pour la suite de la Tronic Aventure.